Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Guadeloupe, actualité. Les négociations reprennent à EDF-PEI en présence du directeur général Frédéric Maillard. De quoi tenter de pacifier la situation à l'heure où des procédures de licenciement ont été entamées contre plusieurs salariés. Regardez. On va d'abord voir avec quelle envie de sortir de ce conflit le PDG est arrivé en Guadeloupe. Je vous le dis sincèrement, on a été assigné. Après les assignations, on a reçu des courriers pour des entretiens préalables. Aujourd'hui, on est autour d'une table de négociation avec un PDG qui arrive de l'Hexagone. On espère sortir du conflit. Est-ce que vraiment EDF mesure les moyens qu'il va falloir poser sur la table pour en sortir? J'ai envie de vous dire, à la sortie de la réunion, nous saurons. Et la place de la Victoire accueille le village contre les violences faites aux femmes organisé par le conseil départemental. L'occasion de faire un point sur les actions menées par le réseau VIF. Regardez. Depuis novembre 2023, nous avons activé le réseau VIF. Nous avons mis du personnel qui est dédié à cela et qui assure cette coordination avec les associations. Le 8 mars 2025, j'ai pris l'engagement qu'on puisse inaugurer aussi la maison de la femme, qui sera un lieu où les associations pourront disposer donc des moyens, mais aussi les personnes victimes pourront venir. Il y aura tout un ensemble de dispositifs que nous allons mettre en place. Vendredi, j'ai signé avec la préfecture pour qu'on puisse mettre dans les gendarmeries, dans les commissariats, donc des travailleurs sociaux pour accompagner les femmes lorsqu'elles font donc des déclarations lorsqu'elles ont subi donc des violences. Et nous allons diffuser à peu près 10 000 violentomètres sur l'ensemble du territoire, puisque c'est un instrument qui permet de déterminer à quel moment commencent ces problèmes de violence. Le but, en tout cas, c'est de sensibiliser pour que cela cesse. Et je profite pour dire que chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Ce n'est pas une cause uniquement le département ou les associations. Nous sommes tous, ou nous pouvons tous être concernés. Donc j'invite chacun à apporter sa contribution et lorsqu'il y a des faits, de pouvoir les signaler très tôt. Alors le message à faire passer, c'est qu'il faut que les gens viennent déposer plainte. Alors souvent, elles ont peur, elles ne veulent pas. Mais le message qui est important, c'est que dès le premier coup, dès la première main levée, venir déposer plainte. D'abord parce que nous, on ne prend plus de main courante. Dès qu'il y a des violences conjugales, c'est des plaintes sous l'autorité du procureur de la République et il y a des poursuites qui sont engagées. Mais dès la première main levée, pourquoi? Parce que les femmes qui meurent sous les coups de leur bourreau, il y a toujours eu un moment où il y a eu le premier coup qui a été accepté. Et c'est ça, ne pas l'accepter. C'est inacceptable. Et donc venir déposer plainte, ça me paraît important. D'ailleurs, on a mis en place un dispositif d'accueil des victimes de violences conjugales au commissariat. Il ne faut pas que le commissariat soit encore une épreuve supplémentaire. Franchir la porte du commissariat doit leur être facilité. Et pour ça, on a des intervenantes sociales, on a des psychologues, voilà. On a travaillé avec le département, la CAF, pour mettre en place un bus itinérant qui va venir auprès des victimes et au contact aussi des femmes qui le désirent dans des endroits un peu isolés. Donc pour l'instant, on est sur à peu près 4 communes du sud et un peu du nord Basse-Terre. Donc par exemple la commune de Bouillante, Vieux-Habitants, Pointe-Noire. Et on se déplace dans des espaces et le bus, du coup, il est là pour être installé. Et on organise aussi des ateliers où vous avez la possibilité de rencontrer sur des jours précis des psychologues ou des personnes qui vont vous orienter sur vos droits. Donc on va dire que ça dépend. On va aussi faire des ateliers bien-être, on va aussi faire des ateliers autour du culinaire, des échanges, des ciné-débats et plein de belles choses. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et à l'occasion de la semaine des métiers du sport, France Travail sensibilise aux métiers en lien avec la plongée sous-marine. En partenariat avec l'ADRAGES, ils ont d'ailleurs permis à des jeunes de passer leur baptême de plongée et le niveau 1, une montée en compétences et une nouvelle corde à leur arc. Regardez.
C'est une action de formation qu'on a souhaité mettre en place en partenariat avec la DRAGES, le CREPS et la mission locale Guadeloupe pour permettre aux jeunes, lors de la Semaine des métiers du sport, donc qui est la 2e édition, d'être sensibilisés au métier de la plongée. Donc on a orienté cette formation en Côte sous le vent pour leur permettre de passer le baptême de plongée et le niveau 1. S'ils souhaitent en faire leur métier plus tard ou s'ils souhaitent tout simplement le garder comme bagage. Mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes à ce secteur porteur en Guadeloupe. C'est important puisque la plongée subaquatique en Guadeloupe représente un poids économique non négligeable et une véritable opportunité en fait pour une voie professionnelle. Chaque année, il y a des emplois en Guadeloupe qui sont pourvus par les structures professionnelles. Et on a besoin d'une stabilité également pour le développement des clubs. Et de jeunes Guadeloupéens doivent saisir cette opportunité. C'est aussi important puisque c'est une voie professionnelle, mais c'est aussi une opportunité de créer leur propre structure. C'était une idée que j'avais depuis longtemps de faire le niveau 1 de plongée. Lorsque l'opportunité s'est présentée avec Pôle emploi, du coup, je me suis lancé officiellement pour le passer. Ça se passe très bien, c'est très intéressant. Commencer la semaine en général avec une plongée et la mer, ça fait toujours du bien. Là, on y est 3 jours, donc le mardi, mercredi et jeudi. Et c'est cool. Pour l'instant, il fait beau, donc tout va bien. Il y a de l'emploi dans ce secteur. C'est un débouché professionnel pour ces personnes-là. C'est pas un métier qui est très porté par nos locaux. Donc l'idée, c'est de leur donner cette opportunité-là. Et maintenant, on parle de la journée de la reconversion professionnelle. Et à cet effet, je reçois Brigitte Jean-Charles, directrice du GIP d'AIFI. Elle est en compagnie de Philippe Quillot, chargé de mission à Transition Pro Guadeloupe, l'ex-FONGECIF. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, à quoi doit-on s'attendre effectivement pour cette journée nationale de la reconversion professionnelle ? On essaye chaque année, puisque ça fait déjà 3 ans, oui. On essaye chaque année de proposer de plus en plus de choses intéressantes. Et donc, on a un programme très chargé. Le matin, donc, nous aurons... Alors déjà, notre thème est vraiment sur l'orientation et l'accompagnement. Et le matin, donc, on aura des conférences autour de cette orientation et de cet accompagnement. Est-ce que vous avez noté beaucoup, effectivement, de mauvaises orientations de personnes qui, finalement, se retrouvent en emploi et qui ne sont pas à l'endroit où elles devraient ? Alors, on ne va pas dire mauvaise orientation, on va plutôt dire des choix des fois difficiles ou un besoin de se réorienter par rapport à des situations ou à de nouvelles envies. Oui, en fin de compte, le sujet de la reconversion est quelque chose de très complexe dans le sens où, en fin de compte, il dépend de tellement de facteurs différents pour chaque personne que le cas de chaque personne est un cas unique. On ne peut pas dire qu'il y a des schémas tout faits, qu'il y a des process à suivre, etc. Donc, savoir si on est bien orienté ou pas orienté, en fin de compte, l'important, c'est de faire les pas, d'avancer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, souvent, on est obligé de tracer son chemin. On ne peut pas dire qu'on va emprunter un chemin qui est déjà tracé. On est obligé de le construire, ce parcours. Parce qu'avant, on faisait carrière, effectivement, pendant 40 voilà, 50 ans. On est passé de ce qu'on appelle la trajectoire, c'est-à-dire vous partez d'un point A, vous arrivez à un point B, vous savez quand, comment, dans quelles conditions et quel salaire, avec quel statut vous aurez à la sortie, à aujourd'hui, un avenir qui est absolument pas construit d'avance. Pourquoi pas nécessairement la faute des personnes, et aussi le contexte, l'environnement, les évolutions technologiques, les évolutions réglementaires. Aujourd'hui, il y a la transition écologique, etc. Il y a la transition digitale. Avec l'IA qui progresse. Tous les outils que l'on utilise tous sans s'en rendre compte, qui fait que certaines personnes s'adaptent facilement, et donc elles comprennent qu'il faut à chaque fois faire des sauts de pouce, avancer. Et puis à côté de ça, vous avez des personnes qui, elles, se laissent distancer, et à un moment, la situation n'est plus tenable. Donc là, il faut, parce que là, on est dans une situation où on est menacé. Donc on parle d'emploi fragilisé, et on parle aussi d'emploi menacé. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui peut anticiper et dire
dans 2 ans, 3 ans, je n'aurai plus besoin de cette catégorie de salariés dans mon entreprise. Ok. Donc, est-ce qu'on l'anticipe ou est-ce qu'on attend que le coup près tombe et on coupe les têtes? On laisse les gens au bord du chemin et se débrouillent tout seuls. Donc, il y a tout un process qui va que il y a des initiatives individuelles, mais il y a aussi des initiatives collectives au niveau des entreprises. Et nous, on veut parler aux 2 publics. On veut vous conseillez à tous les salariés de penser reconversion à un moment donné? Oui. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de le dire aux salariés. Beaucoup de personnes s'en rendent compte déjà. Mais le problème, c'est comment vous franchissez ce pas, comment vous acceptez cette idée que vous allez devoir sortir de la zone habituellement appelée de confort pour vous mettre dans un inconnu que vous ne savez pas trop comment maîtriser. Et donc là, c'est pour ça qu'on a choisi le thème principal de la matinée parce que pour nous, le début, c'est pas de trouver des réponses, c'est déjà de savoir se poser des questions pour avoir une meilleure connaissance de soi, de son environnement, etc. Et donc là, c'est toutes les personnes qui vont intervenir durant la matinée, qui sont variés, le conseil en évolution professionnelle, les conseillers en bilan de compétences, etc. Donc il y a les coachs, il y a énormément d'intervenants qui permettent à quelqu'un de trouver son chemin. Et cela ne concerne pas simplement les salariés ou les demandeurs d'emploi, mais aussi les fonctionnaires, puisque eux aussi peuvent être amenés à vouloir se reconvertir. Même en interne, d'ailleurs dernièrement on parlait par exemple des enseignants qui pouvaient passer dans la fonction publique territoriale par exemple pour travailler pour une collectivité et tout ça en fait partie. Tout à fait. Donc un programme chargé, vous nous avez dit. Très chargé, effectivement. Donc le matin, on a plusieurs conférences autour notamment du bilan de compétences, de la revue de carrière. Aussi, avec le CNAM, on a franchi le cap de la reconversion, de l'accompagnement, aussi de l'information autour du conseil en évolution professionnelle avec Avenir Actif, la PEC, France Travail, et avec la fonction publique, on a aussi l'accompagnement des agents de la fonction publique. Donc ça, c'est pour le matin. Et pour l'après-midi, on est sur d'autres chemins de la reconversion. Et je vais laisser Philippe... Oui, l'après-midi, en fin de compte, on veut s'adresser au public des salariés et des entreprises, principalement, mais il y a des choses qui peuvent être aussi intéressantes pour les demandeurs d'emploi. Donc il y a d'abord la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est piloté par les OPCO, les opérateurs de compétences qui financent les projets des entreprises, qui financent aussi l'apprentissage et l'alternance, et France Travail, qui travaillent qui sont ensemble pour la gestion de ces dispositifs, pour permettre aux gens d'intégrer une entreprise grâce à une phase de préparation, de mise à niveau, etc., qui leur permet d'être opérationnels le plus rapidement possible dans l'entreprise. Et ensuite, on va avoir une série d'intervenants dans la deuxième partie qui vont présenter ce qu'on appelle, nous, les passerelles. C'est-à-dire qu'en fait de compte, il y a des petits ponts, des petits sentiers que l'on peut prendre. Et en fait de compte, il y a des solutions. Il n'y a jamais une solution, il y a des solutions. Et ce qui est difficile, c'est justement de les identifier, ces solutions. Donc on va essayer de les présenter avec différents partenaires qui sont le conseil régional, par exemple, qui porte un abondement automatique quand on mobilise son CPF en Guadeloupe, ce qui est une des rares régions à le faire. C'est-à-dire que dès que vous voulez mobiliser votre compte personnel de formation, si vous êtes dans la liste des formations éligibles, et elles sont vraiment très majoritaires, il y a vraiment une liste d'exclusion qui est assez réduite en fin de compte, et bien vous pouvez bénéficier, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié, vous pouvez bénéficier d'un abondement de la région qui peut monter jusqu'à 4 000 €. D'accord. Donc c'est au-delà du solde que vous... Enfin, pour le solde que vous... Vous avez le solde sur le compte professionnel de formation, donc, imaginons que vous disposez, votre compte personnel c'est 2 500 €, vous avez une formation qui en fait 7 000, et bien donc il va rester 4 500 € à financer, et donc là-dessus, vous allez réclamer à la région la possibilité d'abonder. Alors pour les demandeurs d'emploi, c'est 70%
dans la limite des 4 000 €, et pour les salariés, c'est 80%, par exemple. Donc voilà un exemple de ce qui peut exister. Alors il y a bien sûr aussi les financements des OPCO, il y a le financement dans le secteur public, il y a les transitions pro qui peuvent intervenir. Ouais. Donc on va montrer aux personnes qu'il y a toute une palette. Donc ce seront des interventions assez courtes, mais simplement pour montrer la multitude. Ce qu'on veut montrer aux gens, c'est que c'est possible, c'est accessible. Mais pour cela, il faut être bien accompagné. Il faut savoir où on va. Oui, mais surtout, il faut être bien accompagné. C'est pour ça que le thème, on revient au thème du matin qui est, au départ, je recherche d'abord qui peut m'accompagner. Parce que de faire tout seul, c'est extrêmement difficile et c'est pas utile puisqu'il y a des dispositifs gratuits à ma disposition pour m'accompagner. C'est quand même gratuit, l'accompagnement. Et en plus, au-delà des conférences qu'il y aura, bien sûr, il y aura tous ces organismes d'accompagnement auront des stands et pourront en continuer à accompagner les personnes qui viendront nous voir demain. Donc on les attend nombreux. Voilà. Et il faut savoir aussi que la journée, elle est chez nous en Guadeloupe 1 journée et demie en réalité, puisque le 15 au matin, la Cité des Métiers, qui est le lieu où vont se dérouler les deux temps, la Cité des Métiers fait une journée porte ouverte avec ses partenaires habituels qu'elle a toute l'année pour proposer tous ces ateliers, etc. Donc les gens pourront participer à des ateliers, des entretiens individuels avec des coachs, avec des conseillers divers et variés qui vont leur amener des informations. Et donc les personnes trouveront des interlocuteurs vraiment disponibles, même toute la matinée du vendredi 15. Donc le rendez-vous est donné. Donc le rendez-vous est donné demain, 14 novembre, à la Cité des Métiers, de 9h à 18h. Et ensuite, le 15, toujours à la Cité des Métiers pour des ateliers. Donc n'hésitez pas effectivement à venir prendre un maximum de renseignements lors de cette journée nationale de la reconversion professionnelle. 1 journée et demie, comme on vous l'a dit, donc les 14 et 15 novembre, ce sera à la Cité des Métiers aux Abîmes. N'hésitez pas à vous y rendre, que vous soyez fonctionnaire ou bien salarié du privé. Demandeurs d'emploi aussi, ils trouveront des informations. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau nous présenter donc cette opération qui, ne l'oubliez pas, se déroulera donc demain à la Cité des Métiers. Et pour favoriser l'insertion des jeunes de son territoire, la ville de Gourbert parle mobilité avec les scolaires. Regardez. L'idée, c'était de montrer aux jeunes Guadeloupéens que la Guadeloupe s'inscrit également dans l'espace européen. Et dans ce cadre-là, il existe des dispositifs mobilisables, que ce soit pour les jeunes pour parfaire leur formation et leurs projets personnels et professionnels, mais également pour le corps enseignant qui peut aussi mutualiser des techniques pédagogiques ou des pratiques professionnelles. Et c'est exactement dans ce but-là nous sommes là aujourd'hui. Nous accueillons de manière exceptionnelle à Gourbert une délégation composée de personnes de la Roumanie, de la Hongrie et de la Turquie qui sont venus nous voir dans un échange, dans une convention de partenariat pour échanger sur des pratiques culturelles, mais échanger aussi sur des techniques professionnelles d'animation que nous développons dans des ateliers que nous avons commencé depuis quelques temps. Aujourd'hui, c'est une matinée d'information en direction des établissements scolaires et des jeunes qui ont pour projet de partir se former à l'Europe. Nous avons eu des témoignages avec des jeunes en Portugal et c'était ça un peu l'idée, c'est de leur dire qu'il y a des frontières. La Guadeloupe a ses frontières, mais nous pouvons sortir des frontières de la Guadeloupe pour présenter ce que nous savons faire de bien aux autres, mais également voir ce que les autres font et que nous pouvons réadapter dans notre espace géographique. Que c'est plutôt intéressant de connaître ce genre de choses pour avoir des bonus, des connaissances en plus et aussi connaître nos opportunités de voyage gratuites. Ça peut toujours aider. Et en plus de savoir qu'on peut être rémunéré pour participer à ce genre de projet qui peut aider d'autres pays qui sont dans la région d'Europe et qui nous concernent aussi quand nous sommes européens, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et de très pertinent. L'association que je représente a offert la possibilité d'expérimenter l'apprentissage d'une autre manière à plus de 700 personnes. Et le retour est toujours enrichissant. Le retour nous encourage toujours de rester proche de cette manière d'aborder l'apprentissage complexe
sortir de sa zone de confort et apprendre dans un autre contexte culturel. Je pense que ce modèle est déjà validé. On devient plus conscient de notre force, de notre culture, de notre identité, qu'on est capable de rentrer en contact avec la diversité, avec un autre territoire ou avec une communauté où les choses sont faites d'une autre manière. Donc, ça apporte toujours la possibilité aux gens d'apprendre d'une manière plus intense. Et on se rend au tribunal où comparaissait Josias Attil, pilote de course et membre du comité directeur de la Ligue Auto. Ce dernier est traduit en justice par le président Robert Corveau pour diffamation. Il aurait accusé effectivement de ne pas respecter la réglementation et de manquer de transparence, notamment sur la gestion financière. Regardez. Il était légitime que M. Attil pose des questions, puisque non seulement il est membre du comité directeur de la Ligue, il était aussi membre de la Zacaraïbe à l'époque, même si aujourd'hui il ne l'est plus. Il était normal qu'il pose des questions, mais dans notre pays, ceux qui posent des questions sont toujours vécus comme des gêneurs. Et souvent, les gêneurs ont souvent raison parce qu'ils soulèvent des problèmes qu'on met sous le tapis, qu'on ne veut pas voir, et quelquefois, ça crée des drames ou ça crée des difficultés pour le reste. Alors, M. Attil assume ses responsabilités. Il n'a jamais voulu diffamer M. Corveau. Il a simplement informé, dans le cadre de ses fonctions, les personnes concernées par la course automobile. Et c'est la raison pour laquelle M. Corveau, me semble-t-il aujourd'hui, n'a pas admis ça et qu'il a poursuivi en diffamation. Au-delà de l'affaire elle-même, moi je pense que ce qui est fatigant dans ce pays, c'est de voir que chaque fois qu'un Guadeloupéen essaie de faire les choses bien, il a contre lui tous ceux qui ne font rien, tous ceux qui ne savent pas comment faire, et tous ceux qui pensent qu'il ferait mieux et qui ne prennent pas le risque de le faire. Donc là, en l'occurrence, M. Corveau, qui est quand même connu dans le monde du sport automobile, qui a beaucoup donné de sa personne, etc., on peut ne pas être d'accord avec sa politique, mais il y a des instances pour ça. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas par email et par WhatsApp qu'on règle les problèmes. Soit on discute entre hommes en se voyant, soit on saisit la justice et la justice dit qu'il y a tort, qu'il y a raison. Mais traiter les gens de voleurs, sous-entendre qu'ils s'enrichissent sur le dos de X ou le dos de Y alors que c'est faux et qu'on ne peut pas en rapporter la preuve, c'est inadmissible. Nous avons soulevé un certain nombre de points de droit qui nous semblent devoir triompher dans le cadre des nullités de la procédure, parce que la diffamation est une procédure très particulière et un code très particulier. Et lorsque nous avons abordé le fond, nous avons aussi montré un certain nombre de choses qui permettent de penser que la citation directe et puis le fond du problème ne constituait pas un délit, comme a tenté de le faire admettre M. Corveau. Maintenant, la décision appartient aux juges, comme je leur ai dit, qui sont souverains. Et nous attendons avec toute sérénité la décision du tribunal correctionnel de Basse-Terre pour le 17 décembre 2024. Rien faire d'autre qu'attendre. La justice est une machine assez lente. Donc elle rendra sa décision et on verra bien ce qu'on en fera le moment venu. Mais encore une fois, c'est surtout un signal qu'on a voulu envoyer à M. Attil pour que ça s'arrête. Une première fois, une plainte avait été déposée. M. Corveau se dit, bon allez, je calme le jeu, j'enlève ma plainte. Et on voit qu'il continue. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et demain, le verdict sera rendu dans l'affaire Respire Plus. Accusé de prise illégale d'intérêt, Rodrigue Solitude encourt une peine de 2 ans de prison avec sursis, 40 000 € d'amende, une inéligibilité et interdiction de travailler dans la fonction publique pendant 5 ans. Et maintenant, on fait un retour sur la foire culinaire organisée par les associations de la ville de Gourbert. Aujourd'hui, comme l'association Lorellement présente toujours son bébé les créoles. Bébé les créoles, nous travaillons un bon bébé les créoles là, en colombo de poulet. Voilà, il y a des gâteaux, des quiches, un peu de tout. On connaît très bien dans la Guadeloupe, je dis pas Gourbert, dans la Guadeloupe. Et puis, j'ai une équipe qui est vraiment formidable, l'équipe Monsea est vraiment formidable et toujours au combat. Voilà, je les remercie déjà les membres de mon association parce que toujours présents, toujours au combat. Ça montre aussi l'investissement des citoyens dans la vie associative. C'est en politique pas seulement, mais aussi
dans cet aspect de la vie du tissu associatif. Il est important de le signaler. On se réjouit aussi en même temps qu'il y a le beau temps qui est revenu et ça permet en toute convivialité d'échanger et aussi remplir les caisses par les repas, remplir les caisses des associations qui est toujours au-delà des aides que la commune peut les apporter, contribuer à leur développement. Donc on se réjouit et c'est des manifestations à renouveler au-delà même de la fête communale pour permettre aussi à nos concitoyens de nouer ces liens avec le tissu associatif. Un foire culinaire qui rassemble les associations de la commune. Et nous savons que les associations sont les forces vives de la commune. C'est elles qui impulsent une dynamique. Donc, il m'appartient en tant que conseillère départementale et conseillère municipale d'être présente aujourd'hui pour soutenir ces associations qui interviennent sur le territoire et qui assurent cette animation auprès de nos jeunes et de nos moins jeunes. On revient tout juste de métropole, de Paris, où j'ai passé 6 ans en tant que barman mixologue dans des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles dans la région parisienne. Et moi, je suis Doug Roubert, j'ai de la famille qui fait partie de l'association L'Orelmont. J'ai été à l'association La Roger en tant que sportif. Donc clairement, pour moi, aujourd'hui, c'était totalement normal d'être présent pour cet événement. Je suis parti sur quelque chose d'assez simple, mais quand même élaboré, comme par exemple un cocktail à base de sirop d'hibiscus et batterie. Donc un sirop que j'ai réalisé moi-même. Avec de l'amaretto, donc on est sur quelque chose d'assez doux et agréable en bouche et surtout de très frais. Et de notre côté, j'ai été un peu plus audacieux en créant un sirop d'avocat vanille, accompagné de notre traditionnel rhum sucre citron CRS, du coup qui fait le CRSA, citron, rhum, sirop, avocat. Et voilà, donc c'est un cocktail qui se laisse tenter, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes, et puis voilà. O-News Radio sur outremernews.fr.